qui est passé de 6 000 milliards de francs CFA en 2011 à près de 35 000 milliards projetés pour 2025. Dites-nous, est-ce que c'est un endettement soutenable et quelles garanties donnez-vous aux générations futures? Mais si vous voulez, je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Il est utile certainement d'éclairer l'opinion publique. L'endettement aujourd'hui, si on regarde le niveau qu'il a atteint, parce que le ratio auquel on le mesure, ce n'est pas la valeur absolue que vous regardez. 35 000 milliards ou 6 000 milliards, c'est en regard de la richesse du pays. Voilà, on avait 6 000 milliards, mais le ratio de la dette sur le PIB était de 69%. Donc c'était élevé, plus élevé que maintenant. On a 35 000 milliards, mais le ratio de la dette, je dirais, sur le PIB aujourd'hui est de 57%. Donc on n'a pas un endettement qui est plus lourd qu'on avait. Si vous regardez la valeur absolue, je dirais c'est un mauvais exemple de comparaison. La deuxième chose, c'est que pratiquement 80% de cette dette est libellée dans une devise qui ne nous pose pas, qui ne nous expose pas à des risques de change. Parce que souvent, le problème, je dirais, de ces prêts, c'est que vous l'empruntez dans une autre devise et lorsqu'il vient de rembourser, vous n'avez même pas, je dirais, de devise suffisante. Vous pouvez avoir un sujet de balance des paiements, un problème de devise. Ici, ça au moins c'est garanti. La troisième chose, c'est que le taux de rémunération moyen de ces emprunts que nous avons faits tourne autour de 5%. Alors que la croissance économique que nous avons est autour de 7% par an. Donc on se rend bien compte que l'investissement qui est fait à partir de ces prêts induit un accroissement de richesse qui est supérieur à la rémunération de cette... Donc voilà, c'est un bon emprunt, c'est un bon investissement. Et pour terminer, ça quand même j'aimerais le rappeler à tous les sachants, mais ces gens qui nous prêtent, mais quand même, vous n'imaginez pas qu'ils se disent « il faut qu'on me rembourse ». Vous connaissez, vous, des gens sur le marché international, des institutions de premier plan qui se lèvent pour aller prêter à un pays qui ne pourra pas les rembourser. Et pourtant, ils n'ont pas de problème. Au contraire, ils n'ont que des éloges. Et ils prêtent. Ils n'ont aucun souci. Vous, qui ne prêtez pas, vous avez un problème, je dirais, voilà. Mais pourquoi, comment vous expliquez le fait que ça ne leur pose pas de problème de prêter? Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous allez rester sur la même trajectoire d'endettement ou bien... Parce qu'il y a des niches quand même que vous n'exploitez pas. Par exemple, l'impôt foncier reste marginal. Il y a le secteur informel qui est sous-fiscalisé. Ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont en déperdition. On parle de souverainisme. Qui sont en déperdition, que vous ne récupérez pas. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, dans ces conditions-là, ne me parlez pas de dette. On peut considérer que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de mobilisation interne que vous allez à l'international. C'est vous qui présupposez ça. C'est vous qui présupposez ça. Parlez-moi alors du financement de l'économie. Ne me parlez pas de dette. Moi, j'ai une économie, je dois financer un budget. Où est-ce que je mobilise les ressources pour pouvoir financer cette économie? Qu'est-ce que je prends dans mes ressources propres? Qu'est-ce que je prends dans des emprunts? Voilà. Donc, qu'est-ce que je... Ici et là, on discute. Mais si vous prenez juste par lorgnette de la dette, moi, je vous réponds sur la lorgnette de la dette. Oui, il faut accroître le taux de collecte fiscale. On appelle le taux de pression fiscale. On a évolué quand même il y a quelques années. On était à 12%. Aujourd'hui, on est à 15%. On a pour objectif de monter jusqu'à 18%, je dirais, d'ici 2030. Donc, on est dans un monde qui a changé. Et où on a tous conscience aujourd'hui qu'une page est tournée et qu'il est un temps de réveil pour les pays sur le continent africain. Beaucoup de pays se sont habitués à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, la plupart de ces pays-là ont des problèmes intérieurs tels que les questions aujourd'hui que vous voyez depuis le Covid, la guerre russo-ukrainienne, les problèmes de la guerre du Golfe et les problèmes de guerre des tarifs. Aujourd'hui, ils ont une pression sur leurs propres ressources qui sont telles que le niveau de l'aide au développement va aller en diminuant, en diminuant, en diminuant. Vous avez vu des pays qui ont carrément supprimé des pans entiers de leur aide au développement. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc les temps à venir ne vont pas être des temps évidents. Mobiliser des ressources sur le marché où, comme vous le savez, après la guerre russo-ukrainienne, les taux, je dirais, ont flambé, rend les taux sur ce marché-là relativement élevés et difficiles pour un pays qui ne veut pas voir sa dette croître rapidement. Donc il va falloir, par tout moyen, accroître la mobilisation des ressources intérieures de façon accélérée et extrêmement importante. Donc, on est, nous, dans une logique de digitaliser, je dirais, le système de collecte, d'essayer d'avoir des identifiants uniques pour, je dirais, identifier et des individus et des entreprises. Ça, déjà, on est largement avancé dessus. Dans des secteurs comme le foncier, on a tout un système qui est en cours de mise en œuvre. On a fait un mapping, on a identifié, je dirais, toutes ces choses. Et on a un logiciel qui a été mis en place et qui est en train, véritablement, de commencer à donner des résultats. Donc, rassurez-vous que personne n'emprunte comme ça, je dirais, parce que l'emprunt est une solution. Mais tous les pays empruntent. Ils empruntent parce que vous empruntez pour financer des investissements qui vont vous permettre d'accélérer votre développement.
Si vous attendez de financer votre économie qu'avec les ressources que vous avez, mais vous allez vous développer lentement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre un emprunt pour financer un secteur qui n'est pas productif ou alors faire un investissement qui n'est pas efficace, qui n'est pas rentable. Mais tant que la dette est utilisée à bon escient pour financer des secteurs qui ont effectivement une rentabilité, alors l'investissement est efficace et dans ces conditions, il faut le faire. Monsieur le représentant du candidat, c'était 90 minutes d'intervention. Je rappelle qu'il nous reste 7 minutes pour clore cette émission. Vous aurez un temps pour vous adresser aux populations ivoiriennes qui vous regardent, pour leur dire pourquoi ils doivent à nouveau vous faire confiance. On ne peut pas finir cette émission sans évoquer le sujet sur l'agriculture. On va donc rapidement parler agriculture et évoquer la question de l'eau, de l'électricité pour clore cette émission. Alors, et du logement. Et du logement rapidement. Là, une question parce qu'il faut qu'on puisse réussir cet exercice en 3 minutes. Alors, monsieur le représentant du candidat, le prix du cacao est passé à 2800 francs CFA le kilogramme, celui du café à 1600 francs. Décision saluée par les producteurs notamment, mais jugée électoraliste par vos adversaires. Cette tendance sera-t-elle durable après les élections? Écoutez, le souci du président de la République, du candidat, du RHDP, comme je l'ai dit... Et si vous pouviez répondre en 1 minute pour chaque question, ce serait intéressant. Oui, son souci, c'est le social, l'inclusivité et une rémunération juste à ceux qui produisent l'effort. Le principe que nous avons arrêté dans la filière cacao, c'est que le prix aux paysans sera au minimum 60%, je dirais, du prix donc, sur le marché. 60% minimum. Donc, et nous avons des fonds de stabilisation, des mécanismes de stabilisation qui font que lorsqu'il y a de la marge, c'est-à-dire pendant un moment donné, les prix ont été bons, ont permis de stocker des réserves, je dirais, ça permet à d'autres moments de donner des prix qui sont intéressants aux paysans. Maintenant, lorsqu'on a eu des années difficiles, on ne peut pas le faire. Lorsqu'on a eu des bonnes années et que ça nous a permis d'accumuler un stock, l'objectif n'est pas de garder ce stock pour le regarder, c'est de le redonner aux paysans. Donc c'est ce qui se fait. Donc vous avez, je dirais, des hauts et des bas en fonction de l'évolution du marché. Vous savez que justement on a quitté un système spot pour venir à un système de vente par anticipation des marchés pour stabiliser les prix, je dirais, aux populations à un niveau qui leur permet véritablement de couvrir leurs besoins. Donc là, si les cours se portent bien et que ces fonds de réserve sont alimentés, mais les prix seront encore meilleurs. Si les années sont mauvaises et que ce stock, ces réserves sont faibles, ben écoutez, le prix va être ajusté en fonction. Alors, on va parler de mécanisation rapidement. L'ancienne Bakayoko, mécanisation et transformation rapidement et pour évoquer la question du logement. De transformation aujourd'hui. Oui. Le cacao, à peu près 50% aujourd'hui. Oui. Mais pas seulement le cacao, il y a le cajou, on a à peu près à 21-24% de transformation. Oui. C'est beaucoup pour le cacao, mais ça reste marginal pour le cajou. Et je voudrais que vous nous apportiez une solution aussi pour l'ananas aujourd'hui qui est complètement en déperdition, en déclin, 27%. De moins au niveau des exportations. Solution. Oui, bon, donc sur la transformation du cacao, on est quand même passé à 50%. Donc, Monsieur le représentant du candidat, malheureusement, ce sera la dernière question. Et dans votre temps de message de fin, vous allez aborder la question de logement rapidement, la question d'électricité pour assurer les Ivoiriens qui nous regardent. Les factures sont élevées, moi-même j'en suis victime, j'attendais cette occasion pour vous le dire. L'eau également, est-ce qu'aujourd'hui le programme Eau pour tous est une réalité? Vous allez donc aborder cela dans votre conclusion. Répondez à cette question et on vous donnera le... Oui, en fait, je pense que les transformations, les taux de transformation sont intéressants, je dirais. L'objectif, c'est qu'au cours des années donc, qui viennent, des 5 prochaines années, on arrive pratiquement à des taux de 80 à 100% de taux de transformation pour la plupart de ces produits-là. Mais le taux de transformation, également, pas seulement le taux de transformation primaire, le taux de transformation secondaire, celui qui permet de retenir le plus de valeur ajoutée dans le pays et le plus d'emplois. Donc oui, on va avoir des stratégies qui permettent effectivement d'accélérer le processus de transformation. Sur les filières comme la filière ananas, il n'y a pas de fonds de stabilisation. Il n'y a pas de fonds de stabilisation donc, qui permettent de faire ce que je viens de vous expliquer pour le cacao. Donc on est en train d'examiner pour un certain nombre de filières qui sont concernées comment instaurer un mécanisme et un fonds de stabilisation pour permettre effectivement d'adresser les mêmes questions. Merci beaucoup, monsieur le représentant du candidat. Vous allez regarder les Ivoiriens et vous allez réussir cet exercice en 1 minute à ce jeune qui hésite, à cet électeur qui doute. Pourquoi devrait-il choisir le RHDP pour les 5 prochaines années? Vous regardez, vous avez 1 minute de parole. Merci. Chers électeurs, la Côte d'Ivoire revient de loin. Le président Alassane Ouattara a pris le pays à un niveau, comme je l'ai dit, de difficultés grandes dans tous les domaines et en 15 ans a réussi la prouesse de faire de ce pays la Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui sous vos yeux, presque méconnaissable par rapport à ce que vous connaissez. Toutes
les acteurs nationaux et internationaux et les experts reconnaissent que ces résultats sont une véritable prouesse. Nous allons maintenant, à partir de cet instant et au niveau où il était arrivé, faire de cette Côte d'Ivoire une grande Côte d'Ivoire. Faire un saut qui va accélérer le développement et permettre de transformer encore plus rapidement le pays. Pour cela, nous allons adresser des secteurs stratégiques comme, on l'a dit, la transformation de nos matières premières de façon avancée. Nous allons également adresser le capital humain et nous vous disons qu'il n'y a pas d'autre solution dans ce contexte-là difficile que de choisir des gens qui font des preuves plutôt que des gens qui font des promesses. On ne peut plus prendre de risques pour un pays qui a décollé et qui est arrivé au niveau où il est de retourner. Parce que la trajectoire que nous avons prise et l'élan que nous avons pris ne doivent pas s'arrêter. Qui est l'acteur qui est capable véritablement de donner cette garantie-là? Qui est capable de rassurer que la Côte d'Ivoire va continuer dans la paix, dans la stabilité, dans la croissance continue pour créer des emplois, créer de la valeur ajoutée et permettre au pays de devenir encore plus grand? C'est le président Alassane Ouattara qui est capable de le faire. Voilà pourquoi nous vous demandons de choisir le président Alassane Ouattara aux prochaines élections d'octobre 2025 afin que la Côte d'Ivoire continue sa marche et sa course d'un pays en développement vers un pays émergent, vers un pays développé. Merci beaucoup.